Il y a des pays que l'on traverse comme on tourne les pages d'un livre. Et puis il y a la Hollande. Un pays que l'on découvre lentement au rythme du vent, des canaux, des bateaux, des maisons de briques et des reflets dans l'eau. Ici, le paysage ne se donne pas tout de suite. Il ne surgit pas comme une montagne et ne s'impose pas comme une falaise. Il s'étire doucement, presque silencieusement sous un ciel immense. Un ciel qui semble parfois occuper plus de place que la terre elle-même. En Hollande, l'horizon est plat, mais jamais vide. Il est habité par le vent, par les oiseaux, par les mâts des bateaux, par les clochers, par les moulins et par cette lumière si particulière du nord, changeante, argentée, parfois presque irréelle. La Hollande, c'est d'abord une histoire d'eau. Une histoire ancienne, patiente, parfois dangereuse. Une grande partie du pays a été gagnée sur les marais, les lacs et la mer. Depuis le Moyen-Âge, les habitants ont construit des digues, creusé des canaux, installé des moulins, créé des polders. Un polder, c'est une terre arrachée à l'eau, asséchée, protégée, travaillée. C'est un morceau de pays qui existe parce que les hommes ont refusé de céder devant les flots. On dit souvent que Dieu a créé le monde, mais que les Hollandais ont créé les Pays-Bas. La formule est célèbre et elle résume assez bien cette relation presque unique entre un peuple et son territoire. Ici, la nature n'a jamais été simplement contemplée, elle a été négociée. Il a fallu apprendre à vivre avec l'eau, à la guider, à la retenir, à l'évacuer, parfois à la craindre. Car l'eau hollandaise n'est pas seulement belle, elle est aussi mémoire de catastrophes, d'inondations, de villages engloutis, de vies bouleversées. Pendant des siècles, les moulins ont été les grands alliés de cette lutte. Aujourd'hui, on les regarde comme des images de cartes postales, mais autrefois, ils étaient de véritables machines vitales. Ils pompaient l'eau hors des terrasses basses, faisaient tourner des scies, broyaient le grain, pressaient l'huile, fabriquaient parfois des pigments ou du papier. Un moulin n'était pas seulement un bâtiment charmant, c'était un outil, un compagnon de travail, un gardien du paysage. Il existe même des moulins capables d'orienter leur tête face au vent, comme s'ils cherchaient eux-mêmes le souffle nécessaire à leur tâche. Et quand leurs ailes tournent lentement dans la lumière du soir, on a l'impression de voir le pays respirer. Chaque battement de pales raconte une vieille alliance entre l'homme, l'air et l'eau. Puis viennent les bateaux. Dans les ports, ils reposent serrés les uns contre les autres avec leurs coques sombres, leurs mâts dressés et leurs cordages. Certains semblent prêts à partir, d'autres paraissent garder le souvenir de voyages anciens. La Hollande a toujours été tournée vers la mer. Au XVIIe siècle, durant ce qu'on appelle le siècle d'or hollandais, ces navires sillonnaient les océans. Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen, Delft ou Haarlem étaient liés à un vaste monde de commerce, de navigation, d'épices, de harengs, de bois, de tissus et de récits lointains. Les Provinces-Unies, ancêtres des Pays-Bas modernes, devinrent alors l'une des grandes puissances maritimes d'Europe. Les bateaux partaient vers la Baltique, l'Asie, l'Afrique, les Amériques. Ils rapportaient des richesses, mais aussi des influences, des savoir-faire, des histoires et parfois des parts plus sombres de l'histoire européenne liées à la colonisation et aux grandes compagnies commerciales. Derrière les jolies façades et les canaux paisibles, il y a donc aussi la mémoire d'un monde vaste, complexe et parfois rude. Mais dans les images du voyage, ce qui frappe d'abord, c'est la douceur des villes et des villages. Les maisons de briques rouges, les façades étroites, les fenêtres alignées, les pignons sculptés qui se reflètent dans l'eau. À Amsterdam, comme dans bien d'autres villes hollandaises, les maisons sont souvent hautes et fines. Cette forme n'est pas seulement esthétique. Autrefois, la largeur des façades pouvait influencer certaines taxes ou refléter la rareté de l'espace. Alors, on construisait en hauteur sur des parcelles étroites. Et comme les escaliers intérieurs étaient raides et peu pratiques, on installait souvent une poutre avec un crochet au sommet des maisons pour hisser les meubles par l'extérieur. Si on lève les yeux, on peut encore voir ces crochets comme de petits signes discrets de la vie quotidienne d'autrefois. Certaines maisons semblent même légèrement penchées vers l'avant. Ce n'est pas toujours un accident. Cette inclinaison permettait parfois d'éviter que les charges hissées ne frottent contre la façade. Ainsi, un simple détail architectural devient une anecdote humaine, celle d'un pays pratique, ingénieux, où la beauté naît souvent de l'usage. Les canaux, eux, sont les véritables rues liquides de la Hollande. Ils transportaient des marchandises, reliaient les quartiers, évacuaient l'eau, structuraient les villes.
Aujourd'hui, ils offrent aux promeneurs des reflets magnifiques, un pont, un vélo, une façade, une barque, un arbre penché. Mais derrière cette poésie se cache un réseau technique ancien et savant. Les canaux ne sont pas seulement décoratifs, ils sont la colonne vertébrale d'un pays qui a appris à organiser l'eau au lieu de la subir. Et puis il y a ces vélos omniprésents, qui passent comme une évidence, silencieux, rapide, familier. En Hollande, le vélo n'est pas un simple loisir, c'est une manière de vivre le territoire. Il accompagne les enfants, les étudiants, les travailleurs, les familles. Il appartient à la vie quotidienne autant que les canaux ou les ponts. Dans ce pays plat, façonné par les digues et les pistes, avancer à vélo ou à pied devient une façon naturelle de lire le paysage. La Hollande n'est pas seulement un pays d'ingénieurs et de marchands. C'est aussi une terre de légendes, de croyances populaires et de récits transmis au bord de l'eau. Dans les anciens villages, on racontait parfois que les brumes des canaux abritaient des silhouettes étranges. Certains parlaient de dames blanches apparaissant près des digues, de lumières mystérieuses au-dessus des marais, ou de cloches englouties que l'on aurait entendu sonner sous l'eau les soirs de tempête. Ces histoires rappellent que, dans un pays gagné sur les eaux, la frontière entre la terre ferme et le monde englouti n'a jamais été totalement rassurante. Dans certaines régions, on évoquait aussi les esprits des marais, les feux follets, ces petites flammes tremblantes qui semblaient danser dans les zones humides. La science y voit aujourd'hui des phénomènes naturels liés au gaz des marais, mais autrefois on y lisait des avertissements, des âmes perdues ou des présences invisibles guidant ou égarant les voyageurs. Et quand on marche le long d'un canal au crépuscule avec la brume qui monte et le vent qui passe dans les roseaux, on comprend très bien comment de telles légendes ont pu naître. La Hollande possède aussi un lien très fort avec la peinture. Ce paysage plat, ces ciels immenses, ces intérieurs calmes, ces ports, ces marchés, ces visages éclairés par une fenêtre, tout cela a nourri des artistes parmi les plus célèbres d'Europe. Au XVIIe siècle, Rembrandt, Vermeer, Frans Hals et bien d'autres ont peint un monde hollandais à la fois intime et vaste. Chez eux, la lumière devient presque un personnage. Elle entre dans les maisons, glisse sur les cartes marines, éclaire les visages, accroche les étoffes, révèle les silences. Quand on regarde les canaux et les façades d'aujourd'hui, on a parfois l'impression de marcher dans un tableau ancien. Et comme ne pas penser à Van Gogh, même s'il appartient à une école plus tardive, dans ces paysages de ces ciels tourmentés, dans ces champs et ces villages, il y a quelque chose de cette tension entre la terre, le ciel, la solitude et la couleur. La Hollande a donné au monde des peintres qui savaient regarder l'ordinaire jusqu'à le rendre immense. Un moulin, une chaise, une fenêtre, une ruelle, un ciel chargé de nuages, tout pouvait devenir sujet de beauté. Au fil du voyage, ce sont aussi les ports et les vieux bateaux qui racontent l'âme du pays. On imagine les pêcheurs de harengs, les navires marchands, les charpentiers de marine, les voiles qui claquent, les départs à l'aube, les retours dans le froid. Le hareng, par exemple, a joué un rôle considérable dans l'histoire économique des Pays-Bas. La pêche, le salage, le commerce du poisson ont enrichi des villes entières. Avant les grandes routes océaniques, avant les épices et les colonies, il y avait déjà cette mer du Nord nourricière et dure qui façonnait les hommes. Dans les villages, le voyage devient plus intime. Une ruelle pavée, une fenêtre fleurie, un banc près d'un canal, un pont que l'on traverse sans bruit. On sent une vie simple, ordonnée, tournée vers l'extérieur, mais toujours attentive aux détails. Les maisons paraissent parfois modestes, mais elles racontent une longue histoire de patience, de propreté, d'économie et de solidité. La brique domine parce qu'elle résiste bien à l'humidité, parce qu'elle appartient au sol et au climat. Les toits, les pignons, les volets, les petits jardins composent une harmonie discrète. Ce voyage à pied avec un carix donne encore une autre dimension à la découverte. On avance lentement, on ne traverse pas le pays comme un touriste pressé. On l'écoute, on ressent le vent dans le visage, la fatigue dans les jambes, la régularité du pas, le poids du matériel, le bruit des roues sur le sol. 150 km à pied, ce n'est pas seulement une distance. C'est une manière de s'accorder au paysage. La lenteur révèle ce que la vitesse efface, un reflet qui change sur l'eau. Une enseigne ancienne, un oiseau posé sur un poteau, le grincement d'un bateau, l'odeur d'un port, le silence d'une digue, un nuage qui avance plus vite que soi. Chaque détail devient une étape, chaque village une halte, chaque moulin un compagnon de route. Et puis la Hollande invite à une forme de méditation, parce que tout y semble fragile et solide à la fois. Fragile parce que l'eau est partout, solide parce que les hommes ont bâti, entretenu, réparé, recommencé.
Ce pays rappelle que les paysages ne sont pas seulement des cadeaux de la nature, ils sont parfois le résultat d'une volonté collective, d'un travail immense, d'une mémoire technique transmise de génération en génération. La Hollande est une leçon d'équilibre entre terre et mer, entre tradition et modernité, entre commerce et poésie, entre maîtrise de l'eau et respect de sa puissance, entre l'horizon très plat et l'imaginaire très vaste. Alors, au terme du film, il reste bien plus que quelques images de voyage. Il reste une impression, celle d'avoir traversé un pays qui ne cherche pas à impressionner par la grandeur, mais par la subtilité. Un pays de détails, de reflets, de patience. Un pays où les bateaux dorment dans les ports comme des souvenirs de départs anciens. Où les moulins tournent encore dans l'imaginaire collectif. Où les maisons penchées se semblent confiées aux canaux. Où le ciel immense devient le plus grand monument du paysage. La Hollande n'est pas seulement une carte postale, c'est une histoire de résistance, d'invention et de beauté tranquille. C'est un pays qui a appris à faire de l'eau une route, du vent une force, de la terre conquise un foyer et de la lumière une œuvre d'art. Et peut-être que le voyageur qui la parcourt à pied comprend mieux que personne cette vérité simple. La Hollande ne se découvre pas en un regard, elle se dévoile pas à pas, après pont, canal après canal. On croit venir voir des moulins, des bateaux et des maisons de briques, mais peu à peu, c'est l'autre chose que l'on rencontre. Une âme patiente, une mémoire d'eau, une invitation au calme. Et cette sensation rare d'avoir marché dans un pays qui, depuis des siècles, tient debout entre ciel et mer. La Hollande se regarde bien sûr, mais surtout elle s'écoute, elle se respire, elle se traverse, et longtemps après le voyage, elle continue de flotter en nous comme un reflet sur un canal.